Bună ziua și bine ați venit la podcastul nostru Ce mai zici? Astăzi îl vom avea invitat pe excelența sa, domnul ambasador al Franței, Nicolas Varneri. Aujourd'hui, invité dans notre studio, Monsieur Nicolas Varneri, l'ambassadeur de la France en Roumanie. En août 2023, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Roumanie. Monsieur Nicolas Varneri est chevalier dans l'Ordre national du mérite et dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Votre Excellence, soyez les bienvenus dans notre établissement. Merci. Et dans notre podcast aussi. Et moi, je suis Anna. Moi, je suis Bogdan. Soyez les bienvenus. Premièrement, pourrez-vous nous décrire ce que c'est d'être diplomate? À quoi ressemble une journée dans la vie d'un diplomate? Être diplomate, c'est représenter son pays dans un autre pays. Et c'est donc expliquer aux autorités et à tous les interlocuteurs, dans mon cas roumain, ce qu'est la France, ce qu'est la politique de la France, ce qui se passe, nos projets. Et puis c'est inversement expliquer, alors en écrivant ce qu'on appelle des télégrammes diplomatiques, expliquer à Paris ce qui se passe en Roumanie, dans tous les domaines, la position officielle, le développement de l'économie, l'activité culturelle, les problèmes sociaux, tout. Bon. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de développer tous les projets de coopération possibles entre les deux pays. La France et la Roumanie ont des relations anciennes, très denses, très riches, très diversifiées, et donc nous avons énormément de projets dans tous les domaines. Voilà. C'est donc dans ma vie, en fait. Là, ce matin, j'étais à l'ouverture d'un symposium de la presse francophone qui va travailler sur les problèmes de la guerre, de l'Europe et de la désinformation dans ce contexte de guerre et d'élection. Comment la désinformation agit. Et puis maintenant, je suis avec vous, je viens de visiter votre école, qui est superbe, et je partage un moment avec vous d'échange et de discussion. Voilà, c'est une matinée de diplomate. Merci beaucoup. À quel moment avez-vous su que vous vouliez devenir diplomate et avez-vous toujours été intéressé par les relations internationales? Je crois que j'ai toujours été sensible aux relations internationales parce que j'ai vécu pendant 5 ans de ma vie entre 5 et 10 ans, donc une période où on est très marqué. J'ai vécu en Afrique noire, donc j'étais à l'étranger, dans un milieu francophone et assez classique pour moi, culturellement parlant, mais dans un pays très différent. C'était l'Afrique, alors que j'étais un petit Français. Et quand je suis rentré en France, j'ai regardé la télévision, j'avais 10 ans, j'ai regardé le journal le soir, et il y avait tous les soirs des actualités sur la guerre du Vietnam. Et donc ça m'a amené à m'intéresser à l'actualité internationale et à en voir tout de suite l'aspect d'ailleurs dramatique. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait des drames et qu'il fallait s'y intéresser pour pouvoir réagir. Donc à 18 ans, je voulais être diplomate. Après, cette vocation a un peu disparu, elle est revenue à 30 ans. Voilà. C'est la preuve pour vous qui êtes très jeune encore que vous pouvez avoir des idées, changer un peu, revenir. Voilà, il ne faut pas être figé. Je ne crois pas qu'on puisse toujours savoir à 18 ans ce qu'on va faire. Voilà, mais ça arrive. Merci. Quels sont vos côtés préférés du métier et les moins préférés? Quels sont vos côtés préférés du métier et les moins préférés? De diplomate. Les côtés oui. Alors, ce que je préfère, c'est l'échange, comme ce que nous faisons en ce moment. Bon, nous sommes filmés, etc. Mais on pourrait ne pas être filmé, il pourrait ne pas y avoir de caméra ou de micro, et voilà, et on discute. D'ailleurs, nous l'avons fait récemment à l'ambassade. Donc, c'est ça que j'aime, c'est discuter avec quelqu'un, avec des personnes, et arriver à une compréhension commune de quelque chose, arriver à un moment d'échange. Vous savez, dans une conversation, il y a généralement 5 minutes, 10 minutes très émouvante, où on est en communion de pensée et d'émotions, et c'est ça qui est intéressant. Après, j'aime aussi beaucoup rédiger, comme on dit, c'est-à-dire écrire des télégrammes. J'aime bien écrire, c'est mon plaisir, donc écrire à Paris ce qui se passe. Voilà, c'est un plaisir aussi. Et ce que je n'aime pas, c'est les cérémonies protocolaires, mais ne le dites à personne. Quand on est immobile pendant des heures à attendre, à écouter des discours et à ne rien faire. Ça, c'est très pénible. Mais ça fait partie du métier aussi. Oui, d'accord. Bon,
Le lycée Laudereut est actuellement le seul à Bucarest qui offre des cours de diplomatie à ses élèves. Et notre président, Madame Tova Benun Kerbis, s'y est inspirée de la tradition des écoles de diplomatie en Israël. Il s'agit de l'école de gouvernement, stratégie et diplomatie créée par l'ambassadeur Lauder lui-même. Est-ce que vous pouvez transmettre un message aux lycéens qui envisagent peut-être un avenir dans la diplomatie? Alors d'abord, j'aimerais inciter tous les jeunes, tous les gens de votre génération à s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger. Je pense que c'est le cas. Je pense que malheureusement, les drames qui se passent un peu partout dans le monde vous obligent, vous, les jeunes, à vous y intéresser. Mais si jamais vous vous disiez c'est fatigant, c'est pas intéressant, si, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde mondialisé, comme nous disions, globalisé, comme disent les anglo-saxons, et tout ce qui se passe quelque part a un impact ailleurs sur la planète. Tout, dans tous les domaines, politiques, économiques, stratégiques, environnementaux, humains, avec les migrations, etc. Tout a un impact. Donc intéressez-vous de toute façon à l'étranger. Et ceux qui seraient intéressés par la diplomatie, c'est ceux qui ont envie de vivre à l'étranger, parce qu'être diplomate, c'est par définition vivre une grande partie de sa vie à l'étranger, et ceux qui sont intéressés par la rencontre et la discussion avec l'autre, parce que c'est l'essence, c'est le cœur du métier de diplomate classique, le métier de diplomate bilatéral. Parce que, j'apporte une précision, quand on est en diplomatie multilatérale, c'est-à-dire aux Nations Unies, par exemple, c'est évidemment quelque chose de très différent. Dans l'Union européenne ou à l'OTAN, on travaille en groupe, si je puis dire. Il y a tous les pays qui sont représentés autour de la même table et on négocie des textes, des résolutions, des projets. C'est une approche différente. Voilà. Mais dans les deux cas, on s'intéresse à l'étranger et on vit à l'étranger. Donc il faut aimer ces deux choses. Mais j'encourage vivement tous ceux que ça intéresse parce que beaucoup de problèmes sont mondiaux et beaucoup de solutions devront être mondiales, je pense. D'accord. Ou européennes, ou otaniennes. Voilà. Okay. Dans le monde diplomatique, quel rôle joue la maîtrise des langues étrangères? Alors moi je ne suis pas très doué en langue. Le problème c'est que quand j'apprends une langue, j'ai tendance à parler la précédente. J'apprends le roumain, je le comprends de mieux en mieux, mais c'est le croate qui revient tout le temps, parce que la précédente langue que j'ai apprise c'était le croate. Mais de manière générale, les personnes qui sont douées en langue vont plus vite, c'est-à-dire qu'elles ont un atout. Elles comprennent plus vite, elles s'expriment plus vite et elles arrivent plus vite à ce moment de communion dont je parlais tout à l'heure, on se comprend. Voilà. En même temps, tout le monde ne peut pas bien parler toutes les langues étrangères des pays dans lesquels il va. C'est très difficile, hein, à part quelques personnes très douées. Mais c'est un atout. C'est un atout et c'est une discipline qu'il faut s'efforcer de suivre, il faut faire l'effort d'apprendre la langue, au moins pour la comprendre de mieux en mieux pendant son séjour. Et puis, essayer de parler un peu aussi. Voilà. Okay. C'est un effort à faire, c'est sûr. Quelle est votre chose préférée à propos de vivre en Roumanie? Ce qui m'a frappé le plus en arrivant, ce qui continue à m'impressionner beaucoup, c'est une forme d'enthousiasme. Vous avez une forme d'enthousiasme et de joie de vivre qui, malheureusement, a en partie disparu en France. En partie, hein. La France était réputée autrefois, il y a longtemps, pour être un pays très joyeux, un peu comme l'Italie. Et nous avons sans doute perdu, ces dernières années, ce sens de la joie de vivre que vous avez pleinement conservé ici. Et donc c'est une grande joie pour moi d'être dans cette ambiance. Alors il y a une guerre en Ukraine, il y a d'autres guerres pas très loin, l'ambiance internationale est lourde, et moi je travaille là-dessus, mais la vie quotidienne est faite d'enthousiasme et de joie de vivre ici en Roumanie. Et ça, c'est une grande joie. Et c'est une grande chance pour vous, bien sûr. Okay. Et c'est une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse. Comment décrirez-vous l'état actuel des relations entre la France et la Roumanie? Les relations sont excellentes et elles sont extrêmement diversifiées. Nous avons une période très riche et très forte qui est en partie liée au contexte international, c'est-à-dire que toutes ces dernières années, jusqu'à l'agression russe en Ukraine, nous vivions normalement dans le club européen. Nous étions ensemble dans l'Europe, dans l'OTAN, et nous travaillions ensemble. Bon. La guerre en Ukraine nous oblige, nous amène à travailler ensemble beaucoup plus. La France s'est portée candidate
pour être nation cadre de l'OTAN en Roumanie, c'est-à-dire concrètement pour être le pays qui, dans le cadre de l'OTAN, allait faire le plus gros effort ici en Roumanie. D'autres pays sont nations cadres ailleurs, dans les autres pays de l'Union européenne, du flanc Est, je veux dire dans les pays baltes, en Pologne, en Bulgarie, etc. Mais nous, Français, nous avons dit, nous sommes volontaires pour la Roumanie. La Roumanie a dit oui, venez. Et donc nous avons une relation extrêmement riche, extrêmement forte sur le plan militaire stratégique. Mais il y a aussi énormément d'autres plans de la relation bilatérale, énormément d'autres compartiments de jeu, comme on dit en football. Il y a l'économie, il y a la culture, la recherche, l'université, la coopération administrative, la coopération en matière d'environnement. Nous aidons ensemble aussi, avec l'Allemagne d'ailleurs, dans une plateforme à 3, Roumanie, France, Allemagne, nous aidons la Moldavie, qui elle aussi est dans une situation compliquée, disons. Donc nous sommes ensemble dans la même histoire, dans la même phase de l'histoire, pour aider l'Ukraine, pour renforcer l'OTAN, pour renforcer l'Union européenne, pour aider la Moldavie. Nous avons donc énormément de chantiers ensemble. Et nos ministres, nos présidents, nos premiers ministres se parlent très souvent. On s'intéresse beaucoup aux visites, mais il y a tous les contacts qui ont lieu à peu près toutes les 3 semaines à Bruxelles. Ils passent leur temps à se rencontrer à Bruxelles. Et parfois, moi je découvre après que 2 ministres, les présidents se sont parlé à Bruxelles à l'occasion d'un sommet de l'Union européenne, d'un sommet de l'OTAN, etc. Et donc en fait la relation est très intime à tous les niveaux. Voilà. Et nous ici, lorsque nous écrivons des télégrammes diplomatiques, c'est pour aider nos négociateurs, nos collègues diplomates à Bruxelles, ou nos ministres, notre président, notre Premier ministre à Paris, à savoir ce qui se passe ici, et à être d'emblée opérationnels quand ils rencontrent leurs homologues roumains. Y a-t-il des programmes d'échange ou des initiatives en cours qui encouragent la collaboration entre les étudiants français et roumains? Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire que, alors là, je ne saurais pas vous donner de chiffres précis, mais nous accueillons en France beaucoup d'étudiants roumains dans toutes les disciplines, et la Roumanie accueille beaucoup, là j'ai les chiffres en tête, beaucoup d'étudiants français. Il y a 2500 étudiants français en Roumanie à l'heure actuelle, principalement dans les filières de santé, médecine, vétérinaire, dentaire, mais aussi dans des disciplines juridiques, sciences politiques ou autres. Il y a des échanges très, très, là aussi très intenses, très naturels, qui sont très faciles. Les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons remarqué que l'ambassade de France est aussi active sur les plateformes sociales. Quels seraient quelques avantages et quelques défis de l'utilisation de la diplomatie digitale pour une ambassade? C'est une vraie question, ça, que nous nous posons tous les jours. Nous essayons d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, c'est leur but premier, pour communiquer sur ce que nous faisons. Y compris un petit tweet très, très court. Merci à l'école de nous avoir accueillis. Vous voyez, avec 2-3 photos, et hop, par exemple, c'est ce qu'on va faire là, je pense. Puisque j'ai visité votre école, puisque je participe à votre podcast, on fera un petit tweet. Ça permet de montrer ce qu'on fait. Mais le défi est très réel, c'est-à-dire que comme tout le monde écrit sur les réseaux sociaux, et que de plus en plus il y a de la désinformation, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais ce matin, avant de venir vous voir, j'étais à un symposium sur la désinformation en Europe en ce moment, dans le contexte actuel. Et donc il y a beaucoup de désinformation, c'est-à-dire des gens qui sciemment, volontairement mentent, disent des choses fausses sur les réseaux sociaux, et donc il nous faut surveiller ça et répondre, contre-attaquer, si je puis dire. C'est un langage militaire, mais c'est un peu ça. C'est une forme de guerre de l'information, de guerre hybride, comme on dit. Et donc, il faut vérifier que les gens ne racontent pas de mensonges sur ce que nous faisons. Pensez-vous que la diplomatie digitale jouera un rôle plus important dans les relations internationales à l'avenir? Je pense que oui, et j'aurais presque tendance à dire malheureusement. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que comme il y a de plus en plus de contenus, d'informations qui ne sont pas en fait des vraies informations, qui sont des rumeurs, des mensonges, de l'intox, de l'infox, comme on dit. Un fox, c'est information, et intox, c'est un mélangé. Eh bien, il nous faudra de plus en plus essayer de répondre à cela. Et ce qui est difficile, c'est que
beaucoup de gens maintenant ne lisent plus les journaux, ne regardent plus la télévision, n'écoutent plus la radio et s'alimentent en information uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc ils croient n'importe quoi, parce que parfois c'est de l'information qui n'est pas du tout recoupée, vérifiée, professionnelle, voire des mensonges. Et ils lisent les opinions de gens qu'ils suivent, qui sont déjà des gens qui pensent comme eux. Et ils ne vont pas tellement, de plus en plus malheureusement aujourd'hui, ils ne vont pas tellement lire ou découvrir les opinions des autres. Et du coup, ils ont une vision qui a tendance à se refermer, à devenir très 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 dure et très limitée. Ça, c'est un vrai danger. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, quel que soit l'état de la presse, quel que soit l'état de la démocratie dans ces pays, dans pratiquement tous les pays du monde, on a accès aux réseaux sociaux, sauf quelques dictatures très fermées, comme la Corée du Nord ou des pays complètement fermés. Mais pratiquement tout le monde peut lire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et donc, dans tous les régimes, dans tous les pays, nos contemporains sont face au même problème. Qui croire, que croire. Voilà. C'est un vrai problème pour nous tous. Moi, parfois, quand je regarde Twitter, je me dis, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Et je vérifie. Je ne sais pas toujours si c'est vrai. C'est un problème pour tout le monde. Tout le monde. C'est très important de vérifier toutes les informations. Il faut toujours vérifier. Oui, Surtout si c'est curieux, si c'est polémique, il faut toujours vérifier. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a même eu plutôt récemment, des fausses déclarations de porte-parole. Vous avez des vraies images, mais on met un mauvais son. On met des paroles qui n'ont pas été prononcées par la personne. Ou on fait un faux communiqué, avec en apparence le drapeau, le nom de l'institution, pays ou organisation internationale, sauf que c'est un faux communiqué. C'est vraiment redoutable. Il y a des gens spécialisés là-dedans. Vous voyez à peu près de quel pays je parle, des grands pays, qui ont un tel professionnalisme qu'ils intoxiquent, ils essayent d'intoxiquer. Et c'est d'ailleurs une des techniques, vous le savez, de la dictature, même au niveau d'un pays. Quand on ne sait plus en qui avoir confiance, quand on n'a plus confiance dans l'information, quand on est complètement perdu, eh bien la dictature ou les régimes forts prolifèrent, sont encore plus durs. La démocratie, nos démocraties, reposent en partie sur la qualité de l'information, sur le réalisme et sur le fait de pouvoir se faire un jugement et ensuite voter, en fonction de pour qui on veut voter, mais sur la base de véritables informations. Aussi avec la technologie deepfake. Exactement. Je crois que ça, c'est un très grand problème. Exactement. Le mensonge qui a toujours existé est plus facile avec les technologies modernes. Oui, c'est amplifié. Amplifié, oui, facile, amplifié, rapide. Il se diffuse à toute vitesse, à des millions de gens, et des millions de gens sont emportés dans l'erreur, dans la rumeur. Autrefois, quand j'avais votre âge, s'il y avait un mensonge, il se propageait à 20, 30, 40 personnes. Aujourd'hui, il peut se propager à des milliers de personnes, ou à cause des réseaux sociaux. C'est ça qui est différent. Aussi, la rapidité de diffusion et l'ampleur de la diffusion. Oui. Les Jeux Olympiques approchent. Êtes-vous enthousiasmé par l'organisation des Jeux à Paris ? Alors, pour être très honnête, beaucoup de Français ont d'abord vécu ça comme une sorte de crainte. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons peut-être perdu en partie notre joie de vivre et notre enthousiasme. Il faut le retrouver. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose en soi de merveilleux. Normalement, la plupart des Olympiades, on a tous en souvenir des Olympiades avec des... Je me rappelle, les premiers Jeux Olympiques que j'ai suivis, c'était 1972. Vous savez que la délégation israélienne a été attaquée, qu'il y a eu 11 morts. C'est le premier drame contemporain qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques. La première utilisation politique terroriste des Jeux Olympiques. 72, j'avais 10 ans, j'étais à la télévision, c'était une télévision en noir et blanc, et je voyais effaré ces images. Je comprenais mal comment, pendant les Jeux, il pouvait y avoir des gens qui tuaient des athlètes. Eh bien, donc nous avons effectivement une grande inquiétude, parce que la France est très ciblée en ce moment par différents réseaux terroristes. Nous avons très peur qu'il y ait des incidents à Paris, et donc nous avons vu l'aspect sécuritaire. Mais énormément de précautions ont été prises. Il y a une mobilisation totale en France, ça je puis vous l'affirmer, et je pense que les risques sont très limités quand même.
En plus, notre président de la République l'a dit lui-même il y a 48 heures, s'il y a un risque, nous ne ferons pas la cérémonie d'ouverture qui est prévue le long de la Seine, c'est-à-dire en plein air, enfin ouverte au public, avec juste un périmètre sécurisé. S'il y a un danger, nous la ferons dans le stade, qui est beaucoup plus facile à sécuriser, dans le Stade de France, comme toutes les cérémonies jusqu'à présent ont eu lieu dans des stades, dans le stade olympique. Voilà. À part ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de risque particulier et je pense que ce sera une belle fête. Nous accueillerons les Jeux olympiques pour la 3e fois de l'histoire des Jeux contemporains et ce sera 100 ans après les premiers Jeux olympiques, 100 ans après ceux de 1924, qui sont très connus parce qu'il y a un très beau film, je ne sais pas si vous le connaissez, Chariot de feu, Chariots of Fire, qui est un très beau film anglais, sur un exploit de deux sprinteurs anglais, à ces Jeux olympiques, et donc c'est une Olympiade qui est assez connue en France, mais également dans le public cinéphile. Et donc 100 ans après, les Jeux sont de retour à Paris. Donc ce sera une grande joie, une grande fête, je l'espère. Et j'espère que nous serons tous heureux et soulagés de voir qu'il se passe bien. Voilà. Merci. Pour relier les Jeux olympiques aux relations internationales, pensez-vous que les Jeux olympiques peuvent encore être une force unificatrice malgré les tensions croissantes entre certains pays? Je ne pense pas que les Jeux vont améliorer les relations entre pays. Mais je pense que les Jeux peuvent contribuer à détendre un peu l'atmosphère générale au sein des opinions publiques. Et donc faire baisser la pression psychologique dans la population du monde entier, enfin dans tous ceux qui regarderont les Jeux, qui s'intéresseront aux Jeux. Et je vous dis, faire baisser un peu les pressions, les tensions, pas la haine, parce que la haine est trop forte pour que les Jeux luttent contre elle, mais voilà, faire baisser la pression, je l'espère vivement. Nous sommes loin de la trêve olympique qui existait autrefois, pendant l'Antiquité, c'est-à-dire dans les cités grecques, pendant les Jeux d'Olympie, les Jeux olympiques, autrefois, arrêter la guerre pendant plusieurs semaines, avant, pendant, après les Jeux. Les combats s'arrêtaient, les armées rentraient chez elles, les athlètes venaient concourir à Olympie et repartaient, et la guerre reprenait après. Évidemment, aujourd'hui, ça paraît illusoire, mais dans les esprits, ça peut quand même être une période un peu plus pacifique qu'aujourd'hui. J'espère. Avez-vous un plat ou une tradition roumaine préférée que vous avez découvert? Vous me posez une colle parce que moi j'aime beaucoup la viande grillée. Or vous faites beaucoup de viande grillée. J'aime aussi beaucoup les poissons, les fruits de mer. J'ai mangé des plateaux de fruits de mer absolument magnifiques à Constanța. Vous avez des légumes et des fruits merveilleux aussi. Donc non, là vous me posez une colle. J'aime beaucoup la cuisine authentique et la cuisine roumaine est authentique. Voilà. Donc Et en ce qui concerne les traditions? Il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est pas très original, pardon, mais c'est les tenues, la blouse roumaine et les tenues traditionnelles du monde rural qui sont magnifiques. Et puis j'ai découvert avec mon épouse et une de mes filles les monastères peints de Bukovine. Et il y a à la fois un mélange de traditions. C'est une région restée proche de ces traditions rurales, et puis des monuments qui sont absolument magnifiques, des fresques magnifiques. Donc c'est une très belle région. Ce qui me frappe, c'est que toutes les régions de Roumanie ont leur propre identité, leur propre personnalité. Donc pour moi, c'est un peu une fresque. La Roumanie, c'est une fresque de régions différentes. Et c'est votre richesse, c'est votre grande richesse. La France aussi est fière d'être diversifiée, d'être diverse du moins. Vous aussi, la Roumanie, vous êtes complètement un pays divers. Il y a des pays beaucoup plus homogènes, toujours le même paysage, toujours la même architecture. Vous avez, c'est la rançon de l'histoire, c'est le résultat de l'histoire, vous avez une véritable mosaïque comme pays, et c'est votre force. Vous avez une langue, des langues minoritaires, et une mosaïque de culture, d'architecture, de minorités, de langues aussi, en plus du roumain, je veux dire. C'est une grande force pour la Roumanie. Oui, c'est ça. Quelle est la chose qui vous manque le plus de la France lorsque vous vivez en Roumanie? Je dirais que c'est ma famille, mais alors ça c'est le bon côté de la technologie. Tous les week-ends nous parlons
au téléphone, et donc nous nous voyons même si on actionne la vidéo, et donc en fait je me sens proche quand même de ma famille. À certains moments, mes enfants sont pas là, mais on se parle, on se voit. Donc voilà. Mais sinon rien. Rien parce que, honnêtement, parce que la Roumanie est tellement proche de la France, nous avons, comme je le répète souvent, mais parce que c'est la vérité, une histoire latine commune, une mémoire, une culture, des langues très proches, et donc nous sommes très proches. On se sent chez nos cousins ici, nous Français. Et je pense que vous vous sentez chez vos cousins quand vous êtes en France aussi. Oui, d'accord. Si vous pouviez recommander un livre ou un film à nos auditeurs pour en apprendre davantage sur la culture française, quel serait-il? Oula, là vous me posez une colle terrible. J'ai pas de titre précis, mais je conseillerais d'avoir un livre et un film plutôt classique, et un livre et un film très contemporain. Pourquoi ? Parce que comme tous les pays du monde, la France a beaucoup changé ces 30 dernières années, ces 40 dernières années. Et donc, si la personne prend un livre un peu trop classique, elle risque d'avoir une vision très, très ancienne de la France et très fausse. Mais inversement, si une personne lit un roman totalement contemporain, elle risque d'avoir une vision de la France aussi dans son évolution actuelle, mais pas du tout dans ses racines et dans son histoire. Et même chose pour les cinémas. Il y a des grands films relativement anciens, parfois en noir et blanc, qui décrivent très bien l'âme et la culture française, mais qui sont évidemment très décalés par rapport aux films contemporains. Ce que je peux vous dire, c'est pas une pirouette, c'est que à l'Institut français, vous trouverez à la fois des livres anciens et des livres contemporains. Vous verrez dans la programmation à la fois des films relativement classiques, qu'on appelle d'art et d'essai, donc les films classiques, et des films de la programmation actuelle. Et donc c'est ça que je conseille, vraiment, mais pour tous les pays du monde, hein, partout où je suis, je vais essayer de voir des choses assez anciennes, qui ont bien résisté au temps, et puis des choses très contemporaines, pour être sûr de bien comprendre l'évolution. Voilà. C'est un peu une déformation professionnelle de diplomate, mais je le conseille à tout le monde. Est-ce que vous avez un message pour les étudiants de notre lycée? Vous avez un beau lycée, je viens de le visiter, là, du jardin d'enfants à ce studio merveilleux de podcast. Moi, dans mon lycée, autrefois, il n'y avait pas de studio de podcast comme ça, je peux vous le dire. Et pourtant, j'étais dans des bons lycées, hein, dans des lycées tout à fait bien. Donc, je crois que vous êtes entouré et guidé par une direction, par des professeurs, par des pédagogues extrêmement bienveillants. Ça se sent, ça. Je l'ai senti lorsque vous êtes venu avec votre professeur à l'ambassade aussi. Vous êtes entouré d'une grande bienveillance, de quelque chose qui est presque, qui n'est pas seulement pédagogique, qui est aussi affectif et familial, presque. Et donc ça, c'est une grande chance. C'est rare. C'est rare dans le monde. Moi, je ne l'ai pas souvent rencontré, cette ambiance particulière, cette proximité. Donc, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Merci pour cette interview, Votre Excellence. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Et ça, c'est tout. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons une tradition à la fin de l'interview. Chaque invité doit signer notre livre d'or. Ah, mais je vais le faire avec grand plaisir. Vous pouvez signer, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. C'est ici. Bien sûr, bien sûr. Merci.